Voilà, là on devrait m'entendre. Le mec il démarre le live, il avait pas encore mis son micro en marche. Tout va bien, les cheveux tout hirsutes parce qu'il portait un casque. Ah. Je vais peut-être les attacher d'ailleurs ces cheveux. Et puis bah allez, c'est parti. Donc bonjour à tous, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez une bonne journée, ou vous avez passé une bonne journée, un bon week-end, peu importe à quel moment vous regarderez cette vidéo, en tout cas l'enregistrement. Pour le live, bonjour. Bonjour aussi à tout le monde au live. Donc voilà, nouveau numéro donc d'une colle du soir. Ça fait 2 numéros en pas beaucoup de temps, c'est cool, je pense. Parce que ouais, c'était censé être un rendez-vous relativement régulier, l'école du soir. Après, je ne sais pas à quel point je rendrai ça régulier. Peut-être une fois tous les 2 semaines, ça ne paraît pas trop déconnant. Si je parviens à maintenir ce rythme, ça peut être cool. Donc ouais, aujourd'hui, je vais vous proposer de travailler un sujet autour des fractions rationnelles. Je me suis dit que ça ne ferait pas de mal, et d'autant plus qu'il y a un résultat très classique sur les fractions rationnelles que les élèves ont parfois, même peut-être très souvent, du mal à résoudre d'eux-mêmes. Et pourtant, c'est un résultat qu'ils utilisent à tour de bras. Donc je me suis dit que ça ne serait pas trop mal de mettre un pied dessus sur ce résultat-là. Et puis à côté, proposer 2-3 exercices. Alors il y aura peut-être un petit peu de redite par rapport à ce que j'ai pu faire en exo de colle. C'est assez normal parce que des exercices sur les fractions rationnelles, il y en a des très très classiques. Moi là, j'ai essayé de sortir un tout petit peu du lot sur mon choix d'exercice. Bref, je pense que sans plus attendre, on peut passer à la planche parce que de toute façon, je suis en train de discuter des exos. Donc ouais, voilà la planche que je vous propose aujourd'hui. Donc voilà la question de cours que je vous propose de travailler, c'est de dénoncer et de démontrer la formule de décomposition en éléments simples dans C parenthèse X, puis dans R parenthèse X. Je pense que ça justement, c'est un résultat qu'on connaît, en tout cas en première année de classe préparatoire, qu'on connaît vraiment beaucoup, qu'on applique très souvent, voire même tout le temps, dès qu'on voit des fractions rationnelles. Mais c'est pas pour autant qu'on sait le démontrer. Donc je me suis dit, ça fera pas de mal de faire un petit tour de démonstration de cette décomposition. Et puis j'ai pigé 4 exercices d'application sur les fractions rationnelles. Il y a du classique comme du un peu moins classique. En tout cas, j'ai cherché à faire des trucs un peu qui sortent un peu de l'ordinaire. Donc on verra ce que ça donne. Il y a un peu de redite par rapport, comme j'ai dit, aux exos de colle, aux petits exos de colle qui sont déjà tombés sur la chaîne, mais c'est pas très grave. Je pense que, au contraire, faire un petit rappel sur ces choses-là, ça fait pas de mal. Voilà, écoutez, la planche, elle est disponible en description comme d'habitude, que ce soit sur Twitch ou sur YouTube. Voilà, vous aurez directement le lien qui vous permettra d'accéder au Drive, en tout cas au document que j'ai mis sur le Drive. Et puis écoutez, sur ce, je vous propose de vous laisser un petit peu de temps pour essayer de répondre à cette première question, la question de cours, qui est donc d'énoncer et de démontrer la formule de décomposition en éléments simples dans C parenthèse X, puis dans R parenthèse X. Alors, commençons par énoncer cette formule de décomposition, et je vais l'énoncer d'abord dans C, puis après dans R. Donc d'abord dans C. Donc je considère P, je vais peut-être me mettre sur OBS pour ne pas être perturbé par le délai. Hop, voilà, parfait. Donc, je considère P un polynôme dans C crochet X, et je le décompose. Donc je le décompose sous la forme lambda fois le produit pour i allant de 1 à, j'en sais rien, à k de x moins zi à la puissance mi. Voilà, donc avec lambda z1 jusqu'à zk des nombres complexes, k m1 jusqu'à mk, ça c'est des nombres entiers naturels non nuls. Ok. Eh bien, si j'ai ce produit-là, alors
eh bien, n'importe quelle expression, donc pour tout polynôme Q dans C crochet X, on a Q sur P qui s'écrit une partie entière, que je vais noter comme ceci, plus, et ensuite on a une décomposition, donc I allant de 1 à K, et L allant de 1 à MI, alors là on a AIL, disons, tac, en bas divisé par X moins ZI à la puissance L. Voilà, voilà. Donc on a une décomposition de la forme suivante avec EQ sur P. Et cette décomposition est unique au passage. Donc avec ça qui est un polynôme dans ces crochets X. Et puis les A, I, L qui sont des nombres complexes. Donc ça, donc plus unicité. Donc il existe un unique uplet de AIL, nombre complexe, et un polynôme dans ces crochets X, tel qu'on peut écrire notre quotient Q sur P comme étant cette chose-là. Donc ça c'est la version complexe, et la version réelle, bon bah il n'y a pas grand chose à changer. Donc pour la version réelle, en fait la décomposition de P, elle ne va pas se faire comme je l'ai écrite. Ici elle s'écrit comme ça parce que d'Alembert-Gauss. D'Alembert-Gauss vous permet d'assurer le fait que tout polynôme est scindé dans ces crochets X. Là, dans R crochet X, ce n'est pas tout à fait la même chose. Il y a des polynômes de degré 2 qui sont irréductibles. Ces polynômes de degré 2 sont des polynômes dont le discriminant est négatif. Donc des polynômes de degré 2 dont le discriminant est négatif strict. Donc du coup, il faut que j'en prenne compte. Donc on va avoir un truc de la forme lambda fois le produit. Je vais utiliser les mêmes indices, je ne vais pas m'embêter. I allant de 1 à n à k de x moins zi à la puissance mi fois ensuite le produit des x carrés. Je peux mettre plus ou moins à vrai dire, mais je vais mettre plus. Donc plus bx plus donc bix plus ci, le tout à la puissance ni, i allant de 1 à... alors peut-être je vais mettre j juste pour que ce soit bien différent. Tac, tac. Non, c'est pas ça que je vais faire. Pouf, pouf. Donc je vais mettre des indices j juste pour que ce soit un peu différent quand même. Ça n'a pas beaucoup d'importance, mais juste pour que ce soit clair. Jusqu'à, j'en sais rien, P. P, c'est pas un bon choix. S, voilà, disons S. Et donc, on va avoir la décomposition suivante. Donc, pour n'importe quel polynôme dans R crochet X, cette fois, on a le fait que Q sur P puisse s'écrire partie entière. Donc, pareil, on a une partie entière de Q sur P, plus. Et ensuite, on a une première double somme, I allant de 1 à K, et L allant de 1 à MI, de A, I, L, X moins ZI puissance L. Et ensuite, on a une autre somme, J allant de 1 à S, faut trouver des lettres, R allant de 1 à NJ, de polynômes du second degré. Donc là, je dois peut-être avoir, je sais pas, alpha. Là, il faut faire des choix. Alpha JR X plus bêta JR, le tout divisé par X carré plus BJX plus CJ à la puissance R. Voilà, avec tous les éléments que j'ai mentionnés, des réels. Donc ça, c'est un réel. Ça, c'est un réel. Je vais peut-être mettre une autre couleur histoire qu'on ne soit pas trop perturbé.
Donc ouais, bien sûr, ça c'est un réel, ça c'est un réel, ça c'est un réel, bien sûr. Ça c'est un polynôme dans R crochet X. Et on a encore une fois unicité. Bien, alors maintenant que j'ai énoncé ça, on va le démontrer. Et on va le démontrer juste dans C, parce qu'en fait, le démontrer dans C, ça impliquera le résultat dans R. Donc preuve. Donc note. La preuve. Donc si on a C, alors c'est vrai que il y a peut-être une légère... je réfléchis juste 2 secondes. Ah non, non, je pense que c'est correct. Ok, non, c'est bon. Je pense que c'est correct. Donc si on a le résultat dans C, on a le résultat dans R en rassemblant les fractions avec donc les fractions élémentaires avec leur conjugué. Donc ce que j'entends ici, c'est que si on a un quelque chose divisé par x moins zi à une certaine puissance et un autre quelque chose divisé par x moins zi bar à la même puissance, bah ça je vais rassembler ensemble. Et et une fois qu'on a fait ça, bah, c'est gagné, puisque là en fait on va avoir notre polynôme de degré 2 de discriminant négatif. D'ailleurs j'ai oublié de le préciser, les discriminants sont négatifs. Hein. Je l'ai dit à l'oral mais je ne l'ai pas écrit. Bien sûr. Ok, donc je m'occupe juste de ce qui se passe en C. Alors ce qui se passe en C, j'ai mon polynôme Q sur P. Et je peux regarder le degré de ce polynôme. Donc si ce degré est positif, positif ou nul, je peux considérer la division euclidienne de Q par P. Donc ceci donnera Q égale, je ne sais pas, disons, je vais l'appeler E, E fois P plus R. Et en faisant ça, donc E, sachant que le degré de R va être inférieur strict au degré de P. Et du coup, en simplifiant, on va avoir Q sur P qui va être égal à E plus R sur P. Avec, par conséquent, le degré de R sur P qui va être négatif. Donc on se ramène finalement au cas où le degré du polynôme est négatif, enfin de la fraction rationnelle je veux dire, est négatif strict. Et puis une fois qu'on s'est ramené à ça, bah, ce qu'on fait c'est qu'on va considérer la décomposition. Hein. Donc on a notre polynôme, donc on rappelle que or P s'écrit lambda fois le produit des x moins z i à la puissance m i. Non, puis après ici j'ai i allant de 1 à, je sais plus, j'avais mis k je crois. Ok. Donc ça veut dire que je peux écrire R sur P comme étant cette chose-là. Donc je vais avoir R sur ce produit. Et en fait, l'idée générale est de constater que si K est plus grand que 2, donc on va traiter le cas de figure où K est plus grand que 2. Grâce à Bézout. Donc c'est ça le point important. Donc si K est plus grand que 2, on a que x moins zi est premier avec x moins zj pour tout i et j
dans un k, donc i différent de j bien sûr. Et donc ça implique alors qu'on peut utiliser Bézout. Donc Bézout version polynôme sur la famille x moins zi à la puissance mi, et voir alors qu'il existe des polynômes u, donc ui, vi, donc ui, vi, enfin c'est peut-être pas mon choix de l'appeler ui, je veux dire u1, je suis bête, hein, je suis juste bête, donc je veux dire u1 jusqu'à u, jusqu'à quoi? Jusqu'à uk, ouais c'est ça, donc des polynômes dans C crochet x, tels que, eh bien j'ai la somme des ui x moins zi à la puissance mi qui est égal à 1, et allant de 1 à k. Donc je vais avoir ceci, et après je peux multiplier donc par r et j'obtiens exactement ce que je veux. Donc il existera des polynômes vi tels que en fait ma somme, donc ui allant de 1 à r. Bien évidemment ma simplification ne sera peut-être pas... Bon bref, oui, de toute façon ça va marcher quoi qu'il arrive. Donc là en fait mon vi s'obtient en faisant r fois ui. Et donc je vais avoir en fait finalement vi fois x moins zi à la puissance mi. Est-ce que c'est exactement ça que je veux? Non, c'est pas exactement ça que je veux. Je dis des bêtises. Parce que là, ça va pas simplifier exactement comme je veux là. Après, vous pourriez me dire j'applique une récurrence. C'est vrai, là en fait, je pourrais dire j'applique une récurrence, mais je peux peut-être faire un truc plus direct que ça. Je réfléchis 2 secondes. Je pense que je peux faire un truc plus direct. Bon, au pire, je vais me contenter d'une récurrence, c'est pas très grave. Je pense que c'est pas un mal. Donc j'ai ça, très bien. Et du coup, j'ai alors mon R sur Q qui pourra s'écrire somme pour i allant de 1 à k de vi x moins zi à la puissance mi sur mon polynôme. Mais du coup, j'ai somme pour i allant de 1 à k de 1, enfin de vi sur lambda fois le produit des x moins zi à la puissance. Alors d'ailleurs, c'est pas une très bonne idée ce que je suis en train de faire là. Donc produit des j. Je suis sûr qu'il y a moyen de faire plus simple que ça. Ouais, je pense qu'il y a moyen de faire plus simple que ça. Attendez, je vais faire mieux que ça. Je vais faire mieux que ça. En fait, on peut utiliser normalement le fait que le produit des complémentaires, c'est plutôt ça qu'il faut que je fasse. Le produit des complémentaires, si je regarde ces polynômes-là vont être premiers dans leur ensemble. Et comme cet ensemble-là est premier dans leur ensemble, je peux encore une fois appliquer Bézout. Donc ouais, je pense que c'est beaucoup plus simple comme ça. Parce que bon là, j'ai l'impression que je vais partir dans une récurrence et que ça va être très moche. Je pense que je peux faire beaucoup mieux que ça. Donc en fait ça va impliquer que la famille des produits pour i allant de... Alors pour j allant de 1 à k des x moins z j mj, j différent de i, tac, et ça je le paramètre par i. Cette famille-là est premier, est un ensemble de polynômes
premiers dans leur ensemble. Car en effet, si on devait être un polynôme qui divise tous les polynômes que l'on a, ça voudrait dire que, déjà, si je regarde 2 à 2, je vois que ça veut dire que je dois diviser un produit plus petit qui ne contient ni x moins z1 à la puissance, enfin qui ne contient ni x moins z1, ni x moins z2. Puis après, si j'ajoute un nouveau polynôme, je n'ai pas le droit non plus de diviser x moins z3, etc., etc. Et donc comme ça, on arrive à la conclusion qu'en effet, on a un ensemble de polynômes premiers dans leur ensemble. Et là, on applique Bézout, et je pense que ça va me donner le résultat directement. Donc supprimer. Donc en appliquant le résultat directement, on a que il existe U1 tac tac jusqu'à UK. Donc là j'applique Bézout dans un énoncé un tout petit peu plus général par rapport à des PGCD dans leur ensemble, tel que, eh bien, je vais pouvoir écrire U1 U1P1. Alors U1, il faut peut-être donner des... Bon, je sais pas, ouais, je vais peut-être pas donner de nom, c'est pas très grave. Donc je vais faire la somme comme je veux, somme pour I allant de 1 à K de ces choses-là, donc c'est-à-dire UI fois le produit J allant de 1 à K. Il faut s'accrocher un peu, hein, différent de I, X moins ZJ à la puissance MJ. Et ça, c'est égal à 1. Du coup, je peux multiplier par R, bien entendu. Donc je vais avoir un R ici et un R ici. Et puis une fois que j'en suis là, là je remplace. Donc du coup, je me retrouve alors avec R sur Q qui va être égal à la somme pour I allant de 1 à K D. Et là, tout ce produit-là va simplifier, sauf un terme, le terme en I. Donc je vais me retrouver avec RUI divisé par, c'est ça, divisé par le produit. Il n'y a même plus de produit, je dis. Divisé par, bon après le 1 sur lambda, à la rigueur, on peut le mettre en facteur, hein, on s'en fiche un petit peu. Et je vais avoir donc du x moins zi à la puissance mi, qui est le seul terme qui ne va pas être simplifié par rapport au produit qu'on a pour P. Et une fois qu'on a fait ça, après on applique Taylor. Donc or via la décomposition de Taylor de RUI, nous avons quoi? Nous avons la somme, alors le RUI, pardon, qui est égale à la somme pour I, enfin pour L allant de 1, même de 0 plutôt. Et c'est là où je me demande, est-ce que je n'ai pas fait une bêtise? Normalement non. Non, je n'ai pas fait de bêtise. Donc L allant de 0 jusqu'à degré de RUI. Ok. Donc de quoi? Je vais écrire AIL. Hein, je vais tout de suite écrire ce qu'il me faut. Donc des AIL fois... Je réfléchis 2 secondes. Donc des AIL fois X moins ZI à la puissance L. Ah oui, ça ne va pas se simplifier exactement dans le même ordre que... Donc il faut que je mette faut que je mette MI moins L ou quelque chose comme ça. Bon, je vais laisser L, c'est pas grave. Ça changera peut-être pas grand-chose de toute façon. Donc je me retrouve avec ça. Et du coup, je remplace. Et en remplaçant, normalement, j'arrive à peu de choses près à ce que je veux. Donc je vais avoir... bon, j'ai toujours mon 1 sur lambda que j'ai oublié de prendre en compte, mais je vais peut-être l'appeler B alors. Donc on a BIL comme ça. Et du coup, on va avoir, si je ne fais pas de bêtises, somme pour I allant de 1 à K, somme
pour L allant de 1 à degré de R UI. Il y a encore un petit truc à faire quand même. De quoi? Eh bien de BIL x moins... donc BIL, pardon, divisé. Donc il y a divisé par lambda. Et le tout divisé par x moins zi à la puissance L. Alors note, le degré de R sur Q est négatif, donc les fractions comment on fait ça? Donc les fractions je réfléchis 2 secondes, encore une fois, pas faire de bêtises. Donc les fractions de degré supérieur ou égal à 0 se simplifient. Donc ça veut dire que dans cette expression, j'ai en fait beaucoup plus de termes que ce qu'il ne faut. Et il y a en fait pas mal de termes qui vont se simplifier. Les termes qui vont se simplifier, c'est ceux pour lesquels bah, en fait, on se retrouve avec un degré, de polynôme qui serait trop grand. Et c'est là où je vois que j'ai pas très bien simplifié. J'aurais dû simplifier comme ça. Donc sous la forme mi moins L plutôt. Voilà. Donc si L était malheureusement trop grand par rapport à mi, ce qui pourrait se passer, c'est que le degré de ce truc-là soit positif. Mais si on a des trucs de termes de degré positif, alors en fait, ceux-là, on sait qu'ils vont se simplifier avec les autres, étant donné que le degré de la fraction au final, elle est négative. Donc tous les termes au-dessus devraient se simplifier. Donc voilà, c'est pour ça qu'on se retrouve avec cette simplification. Et donc en posant A, I, L comme étant B, I, MI moins L, divisé par lambda, on obtient exactement ce qu'on veut, donc c'est-à-dire R sur Q. C'est bien la somme pour I allant de 1 à K, somme pour L allant de 1 à MI, puisqu'on ne peut pas être au-delà de MI du coup. Donc de AIL divisé par X moins ZI à la puissance MI. Voilà, donc là on vient de démontrer qu'une telle décomposition existe. Et d'ailleurs je ne sais pas pourquoi j'ai divisé par Q d'ailleurs. Mon P s'est transformé en polynôme Q, tout va bien. Donc c'est le polynôme P que j'aurais dû écrire. Tac, parfait. Alors une question subsiste, c'est l'unicité. Et l'unicité, bah, je pense que ça va tout simplement venir de la polynomialité, je pense. Ouais, donc unicité peut se faire via la polynomialité. Donc unicité via les polynômes. En effet, dès que j'ai Q sur P qui est égal à... comment je peux... Je réfléchis 2 secondes. C'est ça. Donc dès que j'ai mon polynôme qui s'écrit comme ça, donc partie entière, bon je vais juste écrire E, hein, plus somme pour I allant de 1 à L, I allant de 1 à K, pardon, somme pour L allant de 1 à MI, de ces machins-là. La question qui se pose, c'est comment je fais pour avoir la valeur des AIL. Et pour l'avoir, bah, je vais multiplier par mon polynôme. Donc je vais y aller franco. Je fais Q égale donc E fois P plus la somme pour I allant de 1 à K, somme pour L allant de 1 à MI. Et là, on se retrouve avec AIL, produit des X moins MI, ZI, pardon. Donc X moins ZI à la puissance MI. C'est ça. Je vais mettre J plutôt. Donc J allant de 1 à... on va y arriver.
allant de 1 à k avec j différent de i. Et après, le terme en i, on se retrouve avec x moins zi à la puissance mi moins l, du coup. Je pense que c'est ça. Mhm. Et du coup, l'unicité des coefficients a, i, l va venir du fait qu'on a une base, je pense. Est-ce que je dis des bêtises? Je pense que je dis pas de bêtises. Enfin, une base. On a une famille libre. Base peut-être même. Oui, je pense que base, c'est pas interdit. Mais je pense que si on regarde de plus près, en fait, la famille des j allant de 1 à k, des x moins zj puissance mj fois x moins zi puissance mi moins l, donc ici paramétré par k et l. Cette famille-là est une famille libre, donc ça doit être une base même. Alors pourquoi c'est une base? C'est une base par rapport aux multiplicités des racines. En fait, on joue sur la multiplicité des racines pour montrer que c'est une famille libre. En fait, j'ai juste besoin de libre, hein. J'ai même pas besoin de base, j'ai juste besoin de famille libre. C'est amplement suffisant. Via les multiplicités des racines. Donc, qu'est-ce que j'entends par là? Ce que je veux dire par là, c'est que si j'écrivais une combinaison linéaire par rapport à ces polynômes-là, par exemple, si je veux avoir le coefficient de certains des polynômes où la multiplicité de la racine elle est 0, la multiplicité zi elle est égale à 0, en fait, il se trouve qu'il va y avoir qu'un seul polynôme qui va avoir une racine zi de multiplicité égale 0. Et ce seul polynôme, en fait, je vais juste calculer en zi. Et si je fais ça, j'ai gagné. Je vais trouver du coup un polynôme qui va être évalué, qui va être non nul. Et de l'autre côté, je vais avoir un coefficient. Et ça, je veux que ce soit égal à 0. Tous les autres polynômes vont être nuls. Vous voyez, donc je peux jouer essentiellement avec la multiplicité des racines. Et donc, une fois que j'ai réglé le problème pour ceux de multiplicité 0, pour multiplicité 1, je dérive une fois et je calcule en zi. Pour multiplicité 2, je dérive une autre fois et je calcule au bon zi également, etc., etc. Alors on peut dériver comme on peut peut-être pas dériver. Peut-être que c'est mieux parce que dériver, c'est peut-être un peu trop abrupt, mais on peut juste simplifier plutôt. On simplifie par x moins zi. Euh, Qu'est-ce que je veux faire exactement? Oui. Oui, c'est ça. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais pouvoir simplifier en fait une fois par le produit des x moins zi, tous les polynômes que j'ai dans mon équation. Donc c'est ça qui va se passer étape par étape. On joue sur la multiplicité pour conclure. Et donc comme c'est une famille libre, ça implique l'unicité des AIL. Voilà. Je suis juste en train de me demander si je tente de l'écrire quand même. Donc ouais, je vais tenter quand même de vous persuader pourquoi c'est une famille libre. Donc si je note ces polynômes PKL, je vais tenter de l'écrire un peu plus proprement, même si je pense que ce que j'ai dit est tout à fait correct. C'est juste histoire que vous le voyez. Donc si j'écrivais là qu'on a une somme des AKL, PKL qui est égale à 0, ce que je peux juste faire, c'est regarder qu'est-ce qui se passe en ZI. Et si je calcule en ZI, je vais avoir un seul terme qui va survivre, c'est le terme en... donc que je ne fasse pas de bêtises. Ah non, mais c'est pas indicé en K, c'est indicé en I, je suis bête. Pardon. C'est indicé en I, j'ai fait une bêtise. C'est indicé en I et en L. Beaucoup mieux. Donc du coup, il faut que je corrige. Pourtant, j'ai dit AIL, quand même. Voilà. Donc c'est PIL qu'on va regarder. Et du coup, là, ce que je veux, c'est surtout que alpha I0, c'est le seul qui va être non nul en ZI. Donc ça fait un truc non nul.
et ça va donner 0. Donc ça va impliquer que alpha i0 est égal à 0. Et donc tous les alpha i0 sont nuls, ce qui veut dire qu'on va pouvoir diviser ensuite. Hop. Et on divise par le produit des x moins z1 jusqu'à x moins z moins zk pour se ramener au cas précédent. Voilà. Je pense que c'est pas trop mal comme ça. Et donc on conclut. Voilà. Très bien. Bon, j'ai peut-être mis un peu trop de détails, hein. C'est possible que j'ai mis un peu trop de détails. Mais bon, voilà, je sais que ce résultat-là, les premières années ont pas mal de mal avec ça. Souvent, ça peut être juste admis, ce qui est un peu dommage parce que ça utilise, donc là, la preuve que je viens de faire là, utilise des propriétés de polynôme assez classiques, le Bézout, ça utilise le Taylor, et enfin, pour l'unicité, ça utilise les espaces vectoriels. Petite propriété d'espace vectoriel sur les polynômes. Donc je trouve que c'est quand même assez joli comme preuve. Probablement qu'il y a certains moments où j'aurais pu éviter d'utiliser, par exemple, les espaces vectoriels, il y avait peut-être moyen de faire un peu autrement. Mais voilà, donc ouais, il me semblait bien qu'il y avait un passage par un ensemble de polynômes qui est premier dans leur ensemble. Ça permet d'aller beaucoup plus vite que de faire une preuve par récurrence. Je pense que la preuve par récurrence pouvait fonctionner, mais elle pouvait devenir assez vite horrible. Donc ça aurait été dommage. Bon, j'ai passé beaucoup de temps finalement sur la question de cours, mais bon, au moins j'espère que ça vous aura permis de bien saisir comment cette preuve fonctionne. Et je vais vous inviter à réfléchir à l'exo 1, donc de la feuille, avec ce calcul de somme un peu bizarre. Mais bien évidemment, on est dans le cours de fraction rationnelle, donc il faut penser à faire une décomposition en éléments simples. Voilà tout. C'est du calcul, hein, rien de très difficile. Juste peut-être une mini subtilité dans le calcul de la somme en elle-même, mais sinon il n'y a rien de très difficile. Pour calculer cette chose-là, évidemment, il faut décomposer en éléments simples la fraction, hein, il ne faut pas avoir peur. Donc décomposer en éléments simples cette chose-là, il faut regarder le polynôme au dénominateur, pardon, hop, qui est le suivant, et voir qu'on peut factoriser par k, tout d'abord. Puis ensuite constater on a un polynôme du second degré. Ça, on peut déterminer les racines et donc on peut factoriser. Si on calcule les racines, on se retrouvera avec tout bonnement k plus 1 fois k plus 2. Donc les racines que vous devriez trouver sont moins 1 et moins 2. Tout bonnement. Hop. Et donc, que se passe-t-il? Eh bien, ça veut dire que notre fraction, k cube plus 3k carré plus 2k, eh bien, ça se décompose sous la forme a sur k plus b sur k plus 1 plus c sur k plus 2. Avec a, b, c, à vrai dire, des réels. Reste à trouver les valeurs de a, b, c, et ici, il y a une technique assez classique. En fait, il se trouve que déterminer ces valeurs-là, de a, b, c, ça revient à calculer la dérivée. Et de calculer la dérivée du polynôme, mais en les valeurs... Enfin, oui, c'est ça, c'est calculer la dérivée du polynôme. Est-ce que j'ai des bêtises en disant ça? Non, encore une fois, je dis dérivée, mais c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut calculer la fraction, du moins, et simplifier un des facteurs, le facteur justement en question qu'on a gardé ici. Mais il faut le calculer ensuite en une des racines. Donc par exemple, si je veux avoir a, ce que je dois faire, c'est calculer 2 sur du coup k plus 1 fois k plus 2. Et ici, on a la valeur k égale 0. Voilà. Donc il faut que j'enlève le facteur en trop et que je calcule ensuite la fraction en la valeur qui est la racine du facteur en trop. Donc là, c'est ce truc-là, c'est cette expression-là. Donc si je calcule en 0 ici, a égale 1. Très bien.
Ensuite, pour B, j'ai 2 sur k fois k plus 2 calculé en moins 1. Donc là, ça va me donner moins 1 fois 1 en bas. Et en haut, je vais avoir 2, donc du coup, ça va faire moins 2. Et pour C, pareil, donc 2 sur k fois k plus 1, que je vais devoir calculer en k égale moins 2. Et ça va donner 1. Moins 2 fois moins 1, d'accord. Bien sûr, je ne suis pas obligé de faire le calcul des 3. J'aurais pu utiliser la méthode des résidus, qui m'aurait dit que a plus b plus c égale 0 en multipliant par k et en passant à la limite. D'accord, donc j'aurais pu faire fois k, puis passer à la limite quand k tend vers plus infini. Et en faisant ça, j'aurais obtenu cette relation qui me permettrait de trouver C une fois que j'avais calculé A et B. Donc voilà, pensez-y, ça peut être utile. Et donc, une fois qu'on en est là, il n'y a plus qu'à remplacer, je pense. Hein. Alors, que je réfléchisse. Il n'y a plus qu'à remplacer. Alors oui, je disais la dérivée, mais en fait oui, ça va coller avec la dérivée parce que ce sont des racines simples. Hein. C'est pour ça, c'est pour ça. Ok, donc ça veut dire que ma somme, la somme que je veux calculer, donc somme pour k allant de 0 à de 1 à n, 2 sur k carré plus 3k plus 2, je peux la réécrire comme somme pour k allant de 1 à n, de quoi? Eh bien de 1 sur k moins 2 sur k plus 1 sur k plus 2. Et là, il faut penser à un tout petit truc par rapport à cette somme. Il faut constater qu'on a deux fois le 1 sur k plus 1 et qu'on peut le découper en 1 sur k moins 1 sur k plus 1 qui nous fera intervenir une somme télescopique. Et pareil, 1 sur k plus 1 moins 1 sur k plus 2 qui sera elle aussi une somme télescopique. Donc on se retrouve avec somme pour k allant de 1 à n de 1 sur k moins 1 sur k plus 1, tac, tac, moins somme pour k allant de 1 à n de 1 sur k plus 1 moins 1 sur k plus 2. Et voilà, et après, somme télescopique, vous devriez savoir que ça va être le premier terme moins le dernier terme. Donc là, on se retrouve avec 1 moins 1 sur n plus 1. L'autre, ça va être 1 demi moins 1 sur n plus 2. Et donc, on n'a plus qu'à rassembler et on a terminé. Donc, on se retrouve avec 1 moins 1 demi qui fait 1 demi, moins 1 sur n plus 1, moins 1 sur n plus 2. Plus d'ailleurs, moins ça fait plus. Donc, plus 1 sur n plus 2. Voilà, et vous pourriez constater aussi que quand n tend vers l'infini, ça tend vers 1 demi. Voilà, petite parenthèse. Et donc voilà, on a réussi à calculer cette somme. Donc ouais, simple application de la décomposition en éléments simples. Rien de très très méchant, je pense. Donc ouais, je vous laisse réfléchir maintenant sur l'exo 2. Alors pour l'exo 2, vous pouvez vous amuser d'ailleurs à faire quelques exemples, hein, notamment, je pense, à des exemples de polynômes de degré 2 par exemple. Voilà, c'est vrai que ça peut être un truc rigolo si vous ne voyez pas du tout comment faire en général. Vous pouvez essayer de vous amuser à le faire sur un polynôme de degré 2 déjà. Ça demande un peu de temps de calcul, mais ou au pire, prenez un exemple de polynôme de degré 2, hein, ça marche aussi. Et voyez ce que ça donne. C'est assez rigolo. Je pense que je vais le faire. Comme ça vous montrera que c'est un peu assez amusant. Mais par contre, pour la preuve, il faut penser à une décomposition en éléments simples, encore une fois. Et là, on n'a pas 36 000 polynômes, et puis on n'a pas 36 000 expressions qui devraient nous venir en tête. En effet, la fraction avec laquelle vous voulez peut-être faire la décomposition d'éléments simples, c'est la bonne. Voilà. Je pense que je ne peux pas dire mieux que ça. Ok, bon, allez, je vais lancer la correction de cet exercice. Alors oui, je vous proposais de faire un truc amusant avec un polynôme de degré 2. Donc je vais le faire rapidement parce que je pense que c'est rigolo à faire.
Et je vais même vous faire la version générale hein, du truc. Donc, si je considère donc un polynôme de degré 2, donc disons que mon polynôme s'écrit. Pour simplifier, je vais pas prendre je vais prendre le coefficient dominant comme étant égal à 1. Donc x carré plus bx plus c. Donc avec a et b des réels. Et je demande à ce que delta, qui est égal à b carré moins 4 fois c, ça soit un nombre positif strict, puisqu'il faut que les racines soient... alors peut-être pas positif strict, je peux même juste dire différents de 0, ça peut être suffisant. Bon après, si vous voulez, pour parler de racine carrée, ouais, juste pour pouvoir parler de racine carrée, je vais mettre positif strict. Après, A et B peuvent être des nombres complexes d'ailleurs. Hein, donc, mais disons, prenons un cas assez simple où le calcul peut se faire. Donc, une fois que je suis là, ce que je vais faire, c'est donc écrire les racines. Hein, vous les connaissez bien. X1 égale moins B plus racine de delta sur 2, hein, sur 2, puis x2 qui est égal à moins b moins racine de delta sur 2. La dérivée du polynôme, c'est tout simplement x carré, enfin 2x, je ne sais plus comment calculer une dérivée, 2x plus b. Et donc vous voyez ce que ça donne si je calcule 1 sur... Donc en fait, j'ai vraiment pas besoin de la positivité, rien du tout. Hein. Je peux juste dire... Permettez-moi juste de généraliser un peu plus, histoire de... Donc si je prends a et b des nombres complexes, ici j'ai un nombre complexe et je peux considérer alors petit delta une racine carré de grand delta. Juste histoire de bien généraliser la chose. Donc là, ici, je vais avoir finalement petit delta et petit delta ici aussi. Et bien, vous pourrez constater alors que P' de x1, enfin même, ouais, donc P' de x1, vous voyez que du coup, on doit multiplier par 2. Donc le divisé par 2 va se simplifier. Et ensuite, je dois ajouter b, donc le moins b va se simplifier. Au final, P' de x1, ça va donner 1 sur petit delta. Et 1 sur P' de x2, du coup, ça va faire moins 1 sur delta. Et donc, vous pouvez constater alors que la somme des deux, ça fait 0. Voilà. Donc, c'est assez rigolo. Et donc, c'est en effet le résultat qu'il faut trouver. Il faut montrer que la somme que l'on a ici est égale à 0. Bon, c'est parti. Montrons cela. Et pour montrer ça, je vous ai dit, il fallait penser à une fraction rationnelle, à chercher à décomposer pour pouvoir trouver cette relation. Et en fait, cette relation, j'ai légèrement spoil ce qu'il en était, parce que j'ai parlé de dérivée et tout ça à l'exercice d'avant. Quand on a un polynôme à racine simple, eh bien, il se trouve que les coefficients s'obtiennent assez rapidement avec la dérivée, le polynôme dérivé. Donc on va vérifier ça, hein, on va s'assurer de cela. Donc, que je ne fasse pas de bêtises, mais donc si je considère P, alors encore une fois, pour me simplifier la vie, je vais considérer P comme étant unitaire, donc soit P unitaire de degré 2, donc de degré supérieur ou égal à 2. Et puis je vais écrire Z1 jusqu'à ZD, les D racines complexes de P. Et j'insiste bien, ce sont des racines simples. Sinon, ça ne marchera pas. Et d'ailleurs, vous pouvez le vérifier sur un polynôme de degré 2. Si delta égale 0, vous verrez que malheureusement, ça ne se passe pas très bien, d'ailleurs. Ça ne se passe vraiment pas très bien, puisque finalement, la fraction, je pense qu'on ne peut pas la... Est-ce que je dis des bêtises en disant ça? Mais je crois qu'on ne peut pas la calculer, ouais. On ne devrait pas pouvoir la calculer, ça ferait 0. Donc la fraction ne peut pas se calculer. Donc ok, on se retrouve avec ça, des racines simples. Et donc, si je regarde 1 sur P, bien 1 sur P, donc c'est la fraction à laquelle il fallait penser pour pouvoir faire le calcul. 1 sur P, et bien ça va me donner la somme
pour i, enfin pour z, je vais même utiliser la même notation, pour z appartenant à zeta de p, de a petit z divisé par... Bon, je vais peut-être pas utiliser la notation, je vais pas m'embêter, je vais prendre des indices quand même. I allant de 1 à d, et je vais mettre AI divisé par x moins zi. Donc on se retrouve avec ça. Ok. Et donc, alors maintenant la question que vous pouvez vous poser, c'est quel est le rapport avec la dérivée sur cette expression. Alors je réfléchis juste 2 secondes pour pas que je fasse de bêtises. Mais donc du coup, comme on l'avait vu tantôt, AI, c'est donc, d'après ce que nous avions dit précédemment, la même fraction, mais auquel je dois enlever... donc je vais directement l'écrire peut-être. C'est la même fraction, mais auquel je dois enlever le terme en zi, le facteur en zi. Donc on se retrouve avec produit de x moins... Je vais y arriver. Alors c'est pas x que je vais écrire, c'est zi moins zj. Voilà ce que je vais écrire. Pour i, pour j d'ailleurs, j allant de 1 à d, j différent de i. Donc je me retrouve avec ça. Et maintenant... Oui. Et maintenant l'idée c'est ça, c'est que mon polynôme, j'utilise la décomposition de Taylor, donc c'est ça qu'il faut que je fasse. Donc en considérant à part la décomposition de Taylor de P par ZI, j'obtiens alors que P s'écrit, je vais avoir P de ZI plus... Donc P de ZI qui fait 0, hein, bien sûr. P' de ZI qui est lui non nul, fois X moins ZI, plus plus P... alors que je fasse pas de bêtises... P dérivé des fois au pire, hein, je pense, normalement c'est ça qui se passe. P dérivé des fois, parce que le polynôme est de degré d, zi fois x moins zi à la puissance d. Hop. Donc je me retrouve avec ça. Voilà. Et donc, si je calcule maintenant en z... alors si je divise par... Alors c'est ça qu'il faut que je fasse. Si je fais p et que je divise ensuite par x moins zj, qui n'est rien d'autre que, en effet, le produit pour... donc là, on va avoir fait finalement l'inverse, hein, qui n'est rien d'autre que le produit pour j allant de 1 à d de j différent de i dx moins zj. Je me retrouve avec p' de zi plus plus p dérivé d fois. Alors peut-être je vais écrire la dérivée seconde, juste histoire de. Donc p dérivé 2 fois en zi fois x moins zi plus plus p dérivé d fois calculé en zi fois x moins zi puissance d moins 1. Et donc toutes ces valeurs-là, comme d est plus grand que 2, toutes ces valeurs-là en x égale zi, ça va valoir 0. Et donc ça veut en effet dire que p' de zi, c'est la même chose que le produit des x moins z, le produit que j'ai écrit tantôt, hein, donc zi moins zj pour j allant de 1 à d, j différent de i. Et donc au final, ça veut dire que le coefficient AI, c'était en effet 1 sur P' de ZI. Voilà, donc ça veut dire que ma décomposition, et j'ai pas encore fini, il reste un dernier truc à faire. 1 sur P, c'est égal en fait à la somme pour I allant de 1 à D de 1 sur P' de ZI
sur x moins zi. Je pense ne pas avoir fait de bêtises. Et maintenant, l'idée, c'est d'utiliser, on en a parlé rapidement dans l'exo précédent, là, il faut vraiment l'utiliser, c'est les résidus. Il faut utiliser la propriété des résidus. Donc, si je multiplie par x et que je regarde la limite quand x tend vers l'infini, eh bien, je me retrouve avec 0 puisque le degré de P est égal à D, donc supérieur ou égal à 2. Donc ça vaut 0, mais d'un autre côté, ça c'est la même chose que la somme pour i allant de 1 à d de x divisé par x moins zi, le tout fois 1 sur p', je vais mettre 1 sur p' de zi. Voilà, donc on regarde cette chose-là. On fait tendre x vers plus infini, donc plus infini en termes de réel, si vous voulez, hein, il n'y a pas de problème là-dessus. Et du coup, cette limite-là, ça va être tout simplement la somme pour i allant de 1 à d, des 1 sur p' de zi. Donc voilà, j'ai terminé, je viens de démontrer exactement ce qu'il fallait démontrer. La somme des 1 sur p' de z avec z racine de p, eh bien c'est bien égal à 0. Voilà. Ça, c'est fait. Il nous reste alors donc plus que 2 exercices à faire pour aujourd'hui. On va essayer de se donner à la fois assez de temps pour les faire et puis d'être assez efficace. Allez, encore 2 petites minutes avant que je me mette à corriger cet exo 3. Sachez que cet exo 3 peut très bien se résoudre, enfin je pense en tout cas, peut très bien se résoudre sans forcément faire appel aux fractions rationnelles. Bon là, je vais faire appel aux fractions rationnelles parce que c'est la thématique. Et là, la fraction rationnelle, elle vous tend les bras. Hein. Celle qu'il faut regarder, elle vous tend les bras, un peu comme dans l'exo d'avant. Bon, dans l'exo d'avant, c'était peut-être un peu plus subtil, mais dans cet exo-là, ça vous tend véritablement les bras. Puisque bon, on veut regarder le rapport de P' par rapport à P. Donc je pense que vous l'aurez compris. Hop. Il va falloir regarder la fraction rationnelle P' sur P. Voilà mon indication. Et normalement, ça devrait vous débloquer. Donc, alors, je veux déterminer les polynômes P tels que P' divise P. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que P' divise P? Commence par le commencement. Ça veut dire qu'il doit exister un polynôme S dans ces crochets X tel que P', enfin P est égal à S fois P'. Bon, jusque-là, rien de très choquant. Alors, on pourrait traiter un cas de figure simple avant même toute chose. Si le degré de P est supérieur ou égal à... S'il est égal à 1 plutôt, c'est trivial. En effet, P' sera de degré 0. Donc P' sera une constante non nulle. Donc inversible. Et du coup, c'est évident. La propriété devient évidente. Ok. Donc ça, c'est un cas de figure. Mais maintenant, qu'en est-il si le degré de P était supérieur strict à 1? Alors, s'il est supérieur strict à 1, là, la chose intéressante, c'est que, en effet, le degré de P', c'est le degré de P moins 1. Bien sûr. Et donc, alors, remarquez que je n'ai pas traité un cas qui est degré 0. Oui, degré 0, la dérivée, ça serait nul. Mais 0 ne divise aucun nombre. Hein. Donc, voilà, le polynôme P, il y aurait des problèmes si P était constant. Je ne l'écris pas, mais c'est un cas que vous pouvez facilement voir. Donc maintenant vous avez ça, et du coup ça veut dire que le degré de S, puisque le degré de S fois P', c'est le degré de S plus le degré de P', vous pouvez voir alors que le degré de S, qui est censé être donc égal au degré de P, le degré de S est forcément 1. Donc ça veut dire que si j'écris S comme étant finalement x moins alpha fois un certain lambda,
Bon, bah, je peux écrire alors que mon polynôme P s'écrit lambda fois x moins alpha fois P'. Et c'est là où les décompositions en éléments simples va servir, puisque si je m'amuse à regarder ce que vaut P' sur P, par rapport à ce que je viens d'écrire, ça va me donner 1 sur lambda divisé par x moins alpha. Donc voilà, ça vous motive le fait de regarder la fraction P' sur P. Alors maintenant, pour calculer ce que donne P' sur P, alors là, ça demande un petit peu de réflexion. Euh, est-ce que je peux faire une preuve par récurrence? Ou est-ce que je peux aussi faire une preuve directe? C'est ça que je me pose comme question. Euh, je réfléchis. En vrai, ça me paraît pas très déconnant de faire une preuve directe, hein. Donc on va faire une preuve directe du résultat. Alors si je considère P, donc là maintenant l'objectif c'est de décomposer P' sur P en général. Donc si je considère Z1, enfin si je considère, je vais carrément écrire ma notation, enfin mon écriture de P. Donc si je considère que P s'écrit, alors encore une fois, pour simplifier les choses, parce qu'en fait le coefficient dominant va se simplifier assez rapidement, je vais considérer que mon polynôme est unitaire et écrire que j'ai le produit des x moins zi à la puissance mi pour i allant de 1 à k. D'accord, avec les zi comme d'habitude des nombres complexes, 2 à 2 distincts. Je ne l'ai pas précisé tantôt, mais ça devait se sentir. Et puis les mi, c'est des entiers naturels non nuls. Alors là, le truc rigolo, c'est qu'on peut calculer la dérivée, et le dérivé d'un produit, comme là je suis en train d'écrire, c'est juste vous dérivez à chaque étape un facteur, et vous faites la somme de ces choses-là. Donc on se retrouve avec la somme pour i allant de 1 à k, du produit des x moins zi à la puissance, alors peut-être que c'est pas un bon choix de faire comme ça, jmj, j allant de 1 à k, j différent de i, fois ensuite la dérivée du terme en i, donc ça va faire mi fois x moins zi à la puissance mi moins 1. Donc là, il ne faut pas avoir peur de faire le calcul explicite, ça se passe plutôt bien, parce que maintenant que je fais le calcul explicite, eh bien, calculer P' sur P va être un jeu d'enfant. Je me retrouve avec somme pour i allant de 1 à k, de quoi, alors je monte un peu l'écran pour qu'on voit, de quoi, eh bien, je vais avoir le produit là-haut qui va se simplifier énormément, sauf un facteur, et c'est le x moins zi, puisque d'un côté je vais avoir x moins zi à la puissance mi, et de l'autre côté x moins zi à la puissance mi moins 1. Donc je vais me retrouver finalement, et le mi en haut va rester, donc je vais me retrouver avec finalement mi divisé par, que je fasse pas de bêtises, x moins zi, tout simplement. Et voilà, je viens de, j'allais dire en anglais, de computer, je viens de calculer, compute, je viens de calculer P' sur P, la décomposition en éléments simples de P' sur P. Sachez que ça, c'est un calcul, mais alors, comment dire, d'un classique. Vraiment, dans beaucoup de sujets concours, on peut voir cette question tomber, hein, calculer P' sur P, la décomposition en éléments simples de P' sur P. Bon, et bah, de l'autre côté, j'ai dit que P' sur P, c'était 1 sur lambda fois x moins a. Donc, bah, par unicité, et là j'utilise l'unicité de la décomposition en éléments simples, bah, je me retrouve avec le fait que finalement, k est égal à 1. Tout bêtement, je me retrouve avec le fait que k est égal à 1. Bon, bah, en fait, le M1, disons, est égal à 1 sur lambda, a priori. Donc, en l'occurrence, ça veut dire alors que mon polynôme P n'a pas d'autre choix que de devoir s'écrire x moins... je vais écrire juste A, hein, alpha. Hein, x moins alpha à une certaine puissance que je vais noter M. Alpha dans C.
et m, un entier naturel. Non nul, je pense. Voilà. Donc, bah, reste à trouver la conclusion. Alors, bien sûr, si mon polynôme n'est pas unitaire, je vais avoir un lambda qui apparaît. Mais reste à vérifier que tout marche bien. Bah, en effet, si vous calculez P' dans ce cas-là, hein, donc là, on fait la synthèse. On a fait de l'analyse jusqu'ici. Là, on fait la synthèse. En effet, si je fais la dérivée, bah, je vais avoir m fois lambda fois x moins alpha puissance m moins 1. Et je pense que c'est assez clair que P' divise P. Donc voilà, c'est gagné. Du coup, on vient de déterminer les polynômes qui sont divisibles par leur dérivée. C'est assez rigolo comme exercice, je trouve. Et voyez donc toute la force du calcul de la décomposition en éléments simples. Alors, on a déjà vu un autre exercice où cette décomposition-là apparaissait, notamment comment ça s'appelle déjà, le théorème de Gauss-Lucas, ou lemme de Gauss-Lucas, peu importe, qui vous dit justement que les racines de la dérivée de P se trouvent dans l'enveloppe convexe engendrée par les racines de P dans les complexes. Donc ça, bah, par exemple, ça utilise également cette expression-là. Vraiment, euh, bon, ça demande encore un tout petit peu de boulot, mais en effet, en interprétant ces calculs-là avec des questions de barycentre, eh bien, on arrive à conclure. Donc vraiment, il y a des trucs super jolis qui découlent de cette décomposition de P' sur P. Et je vous conseille fortement de la maîtriser, de maîtriser ce truc-là, parce que ça, c'est vraiment une question qui tombe à plusieurs reprises en concours, c'est sûr. Bon, bah, je vous laisse ensuite l'exo 4, hein, qui est... alors lui, c'est vraiment... Je pense que l'exo 3, je suis plus très sûr si je l'ai posé en exo de colle. À vrai dire, l'exo 2 aussi. Il y a des exos, je ne suis pas très sûr de qui j'ai déjà mis en colle ou quoi. L'exo 1, non. C'est sûr que non. L'exo 2, je pense qu'il y a des chances que je l'ai déjà mis en exo de colle. Le 3, je suis pas très sûr, mais il y a peut-être des chances aussi. Par contre, le 4, je sais que je vous ai fait une variante plus simple. Là, je vous ai proposé une variante plus compliquée pour l'exo 4. Donc de montrer est-ce qu'il existe une fraction rationnelle telle que la dérivée de cette fraction rationnelle est égale à 1 sur q, avec q qui admet au moins une racine simple. Vous pouvez réfléchir, juste pour vous donner quand même une idée, vous pouvez réfléchir au cas où q c'est égal à 1 sur x, enfin que q est égal à x, je veux dire. Vous pouvez réfléchir à ce cas-là, qui est un cas un peu plus, très grandement classique, et qui est justement le cas que nous avions déjà traité en petit exo de colle. Je crois que c'était un petit exo de colle. Vous pouvez repenser à celui-là et voir comment ça va se passer. Alors, ouais, on va en profiter de ce petit temps aussi pour des annonces. Donc, la semaine prochaine, niveau live, j'en ferai qu'un seul. Je pense que je l'avais déjà dit en examen, mais je le redis là. Donc, j'en ferai qu'un seul et ça sera le samedi à 18h30. Donc, un petit peu plus tard que ce qu'on a fait aujourd'hui ou la semaine dernière. Donc, on commencera à 18h30. Je pense que ce sera un parlons maths. Je ne sais pas encore sur quoi. On verra. Mais ça sera un parlons maths. Je pense qu'il y a de grandes chances que ce soit un parlons maths. Faut que j'y réfléchisse. Bien, bon, alors le temps que je m'installe pour cette dernière question, je vais vous donner l'indication. L'indication que je peux vous donner, c'est penser à la multiplicité de la racine. Voilà, je pense que c'est la... Mince, je me suis loupé. Je pense que c'est la meilleure façon d'attaquer cette question, qui n'est pas si longue si on pense à ça. Donc c'est un exo one-shot, encore une fois qu'on a l'idée, c'est terminé. Allez, c'est parti. Donc, je vais considérer ma fraction. Donc, je ne sais pas, je vais dire que c'est A sur B. Donc, disons que F est égal à A sur B. Et je vais tout simplement dériver. Donc, si je regarde la dérivée de ma fraction, j'obtiens A fois, alors que je ne fasse pas de bêtises, A' B moins AB' sur B carré. Et je veux que ça soit égal à 1 sur Q. Donc si je modifie un petit peu la relation que j'ai, je vais obtenir Q fois A'B moins AB'. D'un côté, de l'autre côté, je vais obtenir B carré.
Ok, alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut regarder donc la multiplicité de la racine simple. Donc si je considère, alors, soit alpha, élément dans C, une racine simple de Q. Euh, alors je sais que la multiplicité... Donc là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais m'intéresser à la multiplicité de cette racine par rapport aux deux polynômes qui sont en jeu. Euh, D'accord. Donc j'ai oublié peut-être de préciser que je vais supposer que A et B sont premiers entre eux dans ma fraction. Donc je vais supposer que A et B sont premiers entre eux. Voilà. Et donc je vais dire... qu'est-ce qu'on va faire? Donc ce qu'on peut constater, c'est que si alpha est une racine de Q, alors alpha est aussi une racine de B. D'accord? Donc par cette divisibilité, on a que alpha est racine de B. Mais si alpha est racine de B, comme A et B, c'est pour ça que j'ai pensé au fait que A et B devaient être premiers entre eux, comme A et B sont premiers entre eux, ça veut dire que alpha n'est pas racine. Alpha n'est pas racine de A. Donc très bien, donc je vais noter M, la multiplicité de la racine alpha dans B. Ok. Alors maintenant, si je regarde d'un peu plus près ce qu'il se passe, ce que je peux constater, c'est que la multiplicité de alpha dans A'B moins AB'. Donc si je regarde d'un tout petit peu plus près ce qui se passe ici, euh, si, comment dire, si alpha est une racine de multiplicité m ici, je peux constater que alpha est une multiplicité ici une multiplicité en fait de m-1 pour B'. Et je sais que alpha n'est pas une racine de 1. Donc c'est-à-dire que si je calcule ce truc en alpha, bah, je sais que, ou même si je veux, si je pouvais diviser par x moins alpha à la puissance m-1, je me rendrais compte que bah, je ne pourrais pas avoir mieux que ce que j'ai écrit là. Est-ce que je dis des bêtises? Mais je pense que non. Donc en fait, on se rend compte, à cause des questions de multiplicité et donc de cette divisibilité pardon, par x moins alpha, que la multiplicité de ce truc-là, bah, ça va être en fait m-1. Je pense que c'est ça que j'obtiens. C'est ça que j'obtiens. Et donc cette multiplicité pour b, elle est supérieure ou égale à 1, hein, puisque c'est censé être une racine de b. Et donc ce que j'obtiens, eh bien, c'est la relation suivante en regardant les multiplicités de alpha. Donc on a 2 points. En partant de étoile, que 1 qui est la multiplicité de alpha pour Q, plus m-1 qui est la multiplicité de la racine pour cette expression, eh bien ça c'est égal, ça doit être égal à 2 fois m, puisque si m est la multiplicité de b, de alpha dans B, eh bien dans B carré c'est 2m automatiquement. Donc on se retrouve finalement avec l'équation m égale 2m, mais ça c'est possible que si et seulement si m égale 0. Donc on a une contradiction. Une jolie contradiction par rapport à la multiplicité de la racine simple. Terminé, on ne peut donc pas avoir, hein, donc la réponse est non, du coup, on ne peut donc pas avoir
euh, de fractions rationnelles telles que la dérivée de cette fraction soit de la forme 1 sur q avec q euh, ayant au moins une racine simple. C'est pas possible. Voilà, voilà, et ceci donc conclut notre colle du soir numéro 4, hein, qui aura été un peu plus longue que prévu. Peut-être parce que j'ai passé un peu de temps, alors d'une, j'ai passé un peu de temps à m'installer puis à démarrer. Et de deux, parce que j'ai passé pas mal de temps aussi à expliquer la preuve de la question de cours. Je pense qu'il y a deux, trois explications que je n'étais pas obligé de donner. Je pense qu'il y avait des choses qui se suffisaient à elles-mêmes par rapport à ce que j'ai raconté. Mais bon, au moins j'ai donné un peu plus de détails que ce qu'il ne faut. Et je pense que bah, tout le monde aura compris comment cette démonstration fonctionne. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais quand même passer du temps dessus, parce que c'est quand même un résultat que vous utilisez, enfin en tout cas que n'importe quel étudiant utilise à tour de bras et qui me semble quand même hyper important à maîtriser de manière générale. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais passer aussi à travers ce truc-là et prendre le temps qu'il le faut. Merci pour ceux qui étaient là en live. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'essayer de faire les exercices de cette colle. Exercice de première année, j'espère que ça vous aura plu et que c'était assez accessible. En tout cas, moi je pense que oui, ça devait être assez accessible. Donc ouais, je le répète, prochain live la semaine prochaine, 18h30. Ça sera pas un truc en plus. Ça sera, euh, Ça sera un parlons maths. On verra bien de quoi on parlera, mais je pense que ce sera un parlons maths. Et puis d'ici là, bah, portez-vous bien, bon week-end. Et puis à très très bientôt. Voilà, que ce soit sur YouTube ou sur Twitch. Merci encore. Salut tout le monde. Allez, je coupe. Tchuss.